Normalement, on est bon. Ça peut Eh commencer bien, tranquille. écoutez, on va commencer. Nous avons trois speakers. Tous les trois des autres, d'ailleurs, qui vont parler en anglais et en français. En anglais pour les deux premiers et en français pour le dernier. Et puis, on va essayer, et ça, c'est une question de police, d'autopolice, de réserver une heure pour la discussion, parce qu'on ne manque plus à temps pour participer. Donc, je compte sur vous parce que je déteste faire ça. Donc, eh bien, Donc j'ai 15 minutes. voilà, concluons ça. Je remets mon compteur à 0. Bien, merci beaucoup à Brendan Kulsaek et je te cède la parole. Thank you very much. Nathan has asked me to speak in English, so I'll speak in English. Okay. So I'm going to present the paper that wasn't out when Nathan invited me to come and speak, but in the meantime has been published in Environmental Politics in open access. So if you want the details of what I'm going to say, it's online. And the sort of impetus of this paper arrived in 2019 when a couple of us, including Valérie Deldreve, who's co-authoring this paper with me, we were at an environmental justice conference at the University of East Anglia in the UK, and we had this discussion with David Schlossberg that you all know, when he heard the term ecological equality or inequality, and he didn't understand it. We went on for like 15 minutes on trying to translate the idea of ecological inequality to someone that had, defined his whole career through environmental justice literature, and there was a disconnect there. And so with Valérie, we thought we have to do some translation work on the French field and what comes out of the French field and how it informs potentially and how it differentiates itself from the US field, or which is not the US field anymore, it's an international environmental justice field in a sense. So that was where it started. Valérie also heads the environmental, the Réseau Justice Environnementale in Bordeaux. And so there was also an idea of making visible the work of a lot of colleagues. That network has existed since 2016. And so there was an attempt there to make that work visible, not just to international colleagues, but also within France, of course. And the paper starts with, the event that put questions of environmental justice on the map in France, despite the work that existed mainly within academic circles, some policy circles as well, but for the bigger audience, there wasn't sort of a common understanding of what environmental injustices were. And then this happened, right? The Gilets jaunes happened, made my life a lot easier, because now at the dinner table, I just have to refer to Gilets jaunes, and then everyone understands what I'm doing. So that's a good point. But then quickly in the paper, we say, actually, this is embedded into something that has been running for a lot longer. Obviously, a very visible recent struggle in Notre-Dame-des-Landes has been called the longest running struggle for land in France. It's been going on since the 70s. Well, finished in 2018, but it merged into something else. I'll come back to that. And then also, of course, a geographic dimension in the relation with overseas France, where these issues had been going on for quite a while. So we asked ourselves, why is it that the French field and the US field, or the national field, sort of existed in parallel? Why do they not cross over more? And one of the reasons is, of course, that there is the conceptual environmental justice scholarship is dominated by liberal US theory, US-inspired critical theory. We were talking about it just now with Lydie, very inspired by Fraser, by Young, and others. And this emphasis on
of individuals or communities, you know, try translating the idea of communities to a European context. Approaches public action that be in a European society. And so there's been little attention of the French debates and movements in English language literature. And this paper was an attempt to improve this. Why did that, you know, within France, no, the field didn't really didn't really gain any prominence as compared to other places. There's quite some literature on that now, and there's different authors giving different ideas. One is, of course, the sort of French Republican ideal that envisions a sort of uniform society in which there's no ethno-racial difference, right? Which has practical consequences on census counts. You don't have racial data. We've talked about it earlier today. So that whole element is completely invisibilized. Well, it changed in 2016. Now it's possible to collect racial data, but it's still very complicated. Other authors, Lydie in a paper about 15 years ago, talked about how the legal systems influence our way of looking at what justice is. And of course, there is in French, justice talks much more to a sort of legal approach than it is in English. And so there's a connect there as well. France has always also been called a light green for its sort of late blooming of environmental movements, of the near absence of the Green Party in politics, and compared to, of course, its closest European neighbor, Germany, where the Greens were very influential. And obviously, there's no, strictly speaking, a environmental justice movement. But this was true for other places like the UK, and yet in the UK, it had much more traction, right? So we highlight the fact that it's a much more sort of top-down approach, whereas, you know, in the US, it was a sort of bottom-up thing, that there were a bunch of initial theories and definitions. Syria's work, of course, was very, very seminal in defining what ecological inequality was or environmental inequality. And there's been a lot of discussion on the definition between either should it be ecological, should it be environmental, should it be inequality, should it be injustice, where some colleagues have seen in their sort of tendency of depoliticizing the field, moving from the environment to the ecology, was seen by some as an attempt to sort of take out the more radical elements within the debate, and same with talking about inequality rather than talking about justice, because justice has this sort of radical edge to it for some people. So it doesn't pick up, and yet there's data back to the 80s in France. There's studies by public authorities documented primarily health-related inequities in the poorest region and the low-income communities in the country. There's a lot of agencies of statistics that have changed a lot in France. I had to sort of trace back that history and the acronyms that were attached to it, and they change all the time, showing that, you know, low-income populations are 4 times more likely to be exposed to noise pollution, for example, because travel infrastructure is located in low-income suburbs. You know, similar stuff that you find in other places. And one thing that comes out a lot is the role of urban planning and of industrial history, and we've talked about this earlier today as well, I guess yesterday as well, which has been there for quite a while. So it's all the more surprising that there was no movement that sort of claimed that. So the paper then goes into documenting a lot of different empirical data to show that actually it exists, right? That data is there. It's not that no one worked on this, because some voices now are claiming to find a connection between social and environmental inequality, and this is just to show that, you know, actually this exists. And even
on the more sort of racial and ethnic elements. Very seminal work by Lucy Lorien, who established a sort of correlation between the disproportionate presence of hazardous facilities in municipalities where the rate of foreign-born inhabitants was much higher. So she couldn't work on race, so she worked on foreign-born inhabitants. So she sort of bypassed the impossibility of working on race. And there's been other works after that showing that same parallel, even after controlling for other indicators like deprivation, like population density, like rural and urban differences, where the racial element is still very salient in explaining certain environmental inequalities. There's been work on the access to nature and the differences in using nature. Recently, there's been a focus on Paris and how this is from a couple of weeks ago, and the voting on SUVs in Paris and how that overlaps very neatly with income in the city, and before that on consumption of energy, and the overlap is almost perfect, right? And this is stuff that wasn't really visible a couple of years ago, and there too, I think Gilets Jaunes has definitely played a role. Paper then goes into the sort of conceptual roots of either what pushed for the field to grow or what kept the field from growing. And sociology plays both these roles at the same time. There's been influential takes on that, but there's also been an incapacity of just naming environmental injustices when they were visible. So we had to wait until the 90s before sociologists sort of, in the wake of sort of rural sociology and then environmental sociology coming from other places, Germany and the US, and whereas in the US you had, the initial collected data on environmental justice was done by sociologists, and then second, I'm not going to bore you with the details on the conceptual roots. You can find it in the paper. Second field that was influential was, of course, the French political ecology, but also in a very sort of limited way, mostly focusing on the working class and on lived experiences as well, but in workers' community rather than in other communities. This is changing a bit with some of the things we've been talking today, and the sort of new, let's say, post-colonial and decolonial turn in political ecology has really changed that, has really brought into the attention how political ecology, French political ecology, can be useful in that. There's been like I said, there's been lots of definition typology, more than the case in the English language literature, which has a positive consequence is that it shows very powerful way that inequalities are often inscribed in very multidimensional, intersectional experiences. So in a sense, a first intersectional approach without calling it that, in a sense. And so then the last part of the paper, and I'm going to focus a bit on that, on the convergence and the divergence between US or international and French approaches. One of them is we're trying to integrate the link between inequality and injustice in environmental justice, whereas the injustices are in much of the French literature. The same happens in the English language literature on inequality, because it's considered to be only one limited theory of justice that can explain some things, but it's mostly marginalized in the literature, which explained that discussion with David Schlossberg, where he wasn't really understanding what we were talking about. And so, yeah, we're showing that equality just, has a much deeper political roots than what appears from when we translate it into English, and that probably the diversity that of the term justice in the environmental justice literature, you can also find that in much of the literature on inequality in the French literature, and that this sort of
multivalent character of injustices can also be found in equality, and it's just a way of saying the same things with different words, in a sense. But there are differences, of course, and these differences are related to putting the finger on other things. A lot of the literature, the seminal literature of environmental justice was focusing on this. Is it race or is it class? We've lost a lot of time on deciding which one it was. The French have introduced other ways of, like, social disqualification. We've talked about it earlier, is probably one way to sort of, well, maybe it shouldn't be an either or discussion. There's also been the idea of social disaffiliation, all these typologies bring a much more nuanced take on certain dimensions of injustice we can observe. The conference in the role in the roles of action, there's a couple of interesting things to observe. Things like this, which remind us in many ways to this. This was the 80s, one of the watershed moments in civil
Excusez-moi. Bonjour. Si on m'entend, est-ce qu'il est possible de rouvrir le micro, s'il vous plaît, pour la visio? Voilà. Merci. There you go. And then perhaps one last point that I've recently discovered is the absence or the lack of capacity to define the justice, environmental justice, or of climate justice, and this is very strong in the climate justice movement itself, allows for these processes to, and this is much more the case, especially now with sort of transition, just transition, where there's a co-optation by certain dominant actors, here a bank, which hasn't been the case so much with the environmental justice discourse in the US, where communities, African American communities especially, sort of guard the term a lot more than we do with climate justice, which is never really defined, or the justices of the climate justice are never really entirely defined, or in very broad terms, then it's about capitalism, about the system, but not about the actual injustices, the lived experience of people that we've mentioned in other publications. I'll leave it here. I think I sort of respected the time. Thank you very much. Thank you. Oh là là. Alors, redis-moi ton PowerPoint. The missing movement. Voilà, c'est The Missing. Il est là. Celui-là. Voilà. Normalement, on est bon, donc il faut faire juste un peu gaffe. Ouais, tu ne peux pas couper le micro quand on bouge les slides. Ok. Et je regarde, normalement, ça marche comme ça. Thank you, Nathalie and Nat, for organizing this and for letting me be part of it. It's a really stimulating workshop. What I want to do is bring together some insights from four articles that were published in 22, 23, and that recently, for the conversation, I wrapped up together around the question of what I think is, at least to some extent, even though obviously today we've seen evidence to the contrary, that there would be a missing movement on urban climate adaptation, especially if we take a northern Western European perspective on it. So if you're interested in this, my name, were, I'll show that later, published together with other people. What this research really basically starts from broad observations. I've been doing research on climate activism for some years. What struck me was how many activists of the climate movement, especially in private meetings, always say, excusez le mot, we're fucked. Right? We all know this kind of way of thinking, and what was that this never really translates into considering anything other than continuing to try to prevent the thing of which you know that it can be prevented. And I think it's perfectly captured in this slogan that some people within Extinction Rebellion like to use, act now, late. You know, there's prediction in here. While we see that in Europe and Belgium and the UK, that there is an increasing this look beyond that on climate movement has. So what I'll talk about is that I think that there is a mobilization for climate activism, increasingly focus on the political nature of urban adaptation. I put urban because most of my research was
context, but I'm not really going to talk about the specific question. I'm going to talk a bit about our increasing tendencies in the climate movement, which some say should predict a kind of shift towards focusing on adaptation. And finally, I focus on what my research says about why that might not be happening, even though, again, I look forward to the conversation with those of you who have observed something more to in this direction happening in the context of France. So on to the mobilization demand then, the political nature of urban climate adaptation. I think I can be quite quick here in observing that while the way in which climate adaptation is governed is typically done in a very technocratic, depoliticized way, it's always a very fundamentally political question. I think it's very well captured in this quote by Erickson and colleagues from 2015, that what counts as adaptive is always political and contested. What is seen as a positive adaptation to one group of people may be seen as malicious, and political processes determine which view is considered more important in different scales, at different scales and to different constituencies. Now, this observation and the literature around it, I developed in the Global South, sort of that's a relative question in Northwestern Europe as well. I think we only need to step outside the door, look across the water, and see how migrants are sleeping under the bridge and are very close to being inundated by the Seine, which is reaching unusual, well, I guess unusual heights. I don't know. I don't have the exact history of behavior of the Seine in usual, and it looks very what was happening this morning, even evicted. Now, probably that was for their fact that could be seen as part of maladaptive practice. Question is even in the relatively advantaged region of northern Western Europe, what's important to see as well is adaptation is, as everyone here knows, not incidental but structural. Adaptation an important climate justice, and this can actually lead an exposure because your community are maladapted, you are increasingly economically and increasingly losing resources. And anyway, didn't go into too much detail. I promise to go a bit faster in this part of the presentation. Some said, well, what we need is generally a plan of climate and some agenda of transformation, wider and less easily visible. However, in practice, the discussion remains very much, and it is unclear to put forward this, given its transformational, it's unlikely that providers would advance it. So there is arguably a need for us to look into that. So this far, the mobilization demand sizing adaptation as for climate. And to that question, mobilization demand, obviously there are various and politicized in previous presentations today. Like, I think the climate movement is particularly interesting in this context over the past couple of years, political cloud, climate justice in general. And so I think responsibility for this movement to address, I think it would fit within its political program. At the same time, there seems to be a growing before environmentalism, which Carl Kasser, Gordon Håkon Thurn define as catastrophic experienced as ongoing or as impossible to prevent, rather than as a future risk or threat. And Kasser, Gordon Thurn continue to predict those areas of the climate movement where this perspective is becoming increasingly important, to focus increasingly on adaptation. So they argue that post-apocalyptic narratives can be the wellspring of a post-apocalyptic politics in which activism arises as a response to loss. The aim is adaptation to loss rather than to prevent it.
David Schlossberg observes actually already in 2013, even though probably not working on Europe to make this statement, that climate movements are increasingly turning to adaptive responses to climate change. But what I found was actually that all those people who were advancing this post-apocalyptic perspective on climate change actually didn't shift their focus to adaptation at all and clinged on to the long-standing system in the climate movement. We're going to talk more about where that comes from. So there seems to be a demand for climate activists to increasing climate supply, at least in the sense activists are increasingly climate avoidable. How can we explain this? And first of all, it's situation is not here to the work of Hillary is pertinent to observe that do not become politicized. Is issues to not. I think there is an analytical reason to understand the nonlinear way in which the unfolding climate is affecting climate, and there's a norm about that. Before I raise this question, well, we have this debate about the importance of adaptation as we have academic discussion to politicize this issue, translation of this into the field, at least the field that I have been studying. Okay, so on findings then. So my field work focused on these countries or cities, specifically on Malmö, Hamburg, Antwerp, Bristol, and Manchester, all being cities chosen for being relatively exposed to climate disruptions and having relatively well-established environmental or climate movements, making them good sites to study why these movements have not more thoroughly considered the question of adaptation. So I'll go quickly through some of the main findings. First article based on a case study of Malmö, where I encountered two other scholars, Salvatore Paolo De Rosa and Marwa Dabaye, who were studying similar questions on adaptation and its politicization or lack of politicization in this city of Malmö in Sweden. So Malmö has in the past already experienced and will increasingly experience severe climate disruptions. In fact, Malmö is at the heart of the most climate vulnerable region of Sweden. Vulnerable communities are frequently and increasingly facing climate impacts like flooding and especially urban heating. And so our co-author Marwa really mapped this in a very interesting way. She's an architect, and she talked to people and spent time with people to see how they experienced climate disruptions like extreme heat during the summer, as well as flooding during the winter, and how they coped with that, showing that they were mainly dependent on kind of DIY forms of activism that we also heard about earlier today, and experiencing also the limits of this. So what you can have in mind is that, for instance, during hot nights during the summer, they would sleep in their garden, or they would during the day spend time in a mall. So obviously we can imagine all much more tragic, much more severe kinds of climate disruption and adaptation. But we see here clearly that vulnerable communities are having to fend for themselves to deal with these increasingly severe climate or extreme weather events. At the same time, they felt limited in their ability to politicize these issues, in part because the communities that Marwa studied were primarily migrant communities who felt that in a context of increasing xenophobia, they didn't want to raise their voice too much. They didn't want to stand out through political campaigning. Meanwhile, local governments who we spoke to perceived very little demand to participate in shaping adaptation measures. So there seems to be a need for actors to support politicization of these vulnerabilities of these communities. So we continue to look at what role, again, the climate movement could play in that. And what we observed pretty quickly was that they actually played a very limited role in politicizing this. For a number of reasons. First of all, their framing of climate change was a strictly global one.
having very little knowledge and focus on what was happening in terms of climate disruptions at a local level. There was a traditional skepticism towards a focus on adaptation, which within the climate movement has for a long time been seen as an excuse for inaction. There was, to the extent that there was a focus on resilience, a highly individualized approach to this. So one interviewee explained that we all have water bottles in our basement as a sort of individualized resilience measure. And we explained this to a large extent by the fact that the climate movement in the city is entirely disconnected from social justice and minority issues. So we talk a bit in the paper about how a social center called Contrapunct could play an important role in linking these communities and in politicizing these issues and localizing the perspective of the climate movement. So they, for instance, told us in an interview that we are an infrastructure, things will happen in this world, and we're going to be ready. So maybe for the sake of time, I'm going to move on a bit further, because I want to talk briefly about another paper, namely on post-apocalyptic narratives and climate activism, and to dig a bit deeper in why it is that across these 5 studies that I've observed, we see this spread of a post-apocalyptic narrative. Again, this perspective that it might well already be too late to avoid climate collapse, and why this is contrary to what Kassegård and Thurn predict, not being translated into a change of strategy. I'm going to go pretty quick here. Basically, the explanation that I give in the paper is that we need to look beyond what some would call, especially in IR literature, a logic of consequences, namely kind of predicting a rational shift in goals as soon as the stakes change. Instead, in the paper, I show that we need to consider a logic of appropriateness, so kind of the cultural dimension of what is considered appropriate within a particular movement, a logic of habit. Sometimes, to a large extent, movements, especially when they lack resources, simply continue doing what they are doing. Basically, arranging coffee for the next meeting is already taking up enough time, let alone consider sort of what is the future of the world and what should that mean for our strategies. And then there is a logic of effect, simply the unbearableness of considering these consequences, which transposes these questions, these post-apocalyptic questions, to more or less therapeutic spaces, which are purposefully kept isolated from strategic spaces. See, that's my 15 minutes. So I'll start rounding up. I had hoped to give you a couple of quotes. I will stick to this last one because I think it sort of illustrates quite well the kind of almost schizophrenic tension that these activists are trying to deal with in answering this question of, if we think it is too late, then what should it mean for our strategy? How can we continue to be active in such a context and its consequences for the issue of climate adaptation? So a Bristol-based activist told me that at times when I feel the more pessimistic side of it, I think we should all do something like the work that reconnects and feel the reality of what's happening and act from that place. But it's very difficult to understand what that action would be. So I specifically action on adaptation she's referring to here. And I think myself, I have a desire to avoid feeling the despair of what I think is really going to happen, and to avoid that by doing action. And I see that in other people as well. There are a couple of exceptions. People who are working on adaptation, especially in this kind of local resilience-oriented way of, let's say, we are going to organize a local food scheme so that we are not dependent on global food supplies. One risk here, I think, and that is also something that some activists who I spoke to observed as well, is that the people involved in that tend to be those upper middle class people who perhaps are not most immediately in need of that kind of resilience. However, by making this about a network of self-providing this kind of resilience, some who most need this kind of resilience tend to be excluded. And this is maybe in one last quote. An activist in Antwerp involved in the Ringland campaign to cover the ring road of Antwerp, which is typically framed in terms of an air quality issue. But this particular person in that group saw it mainly as an adaptation action and directly criticized those kinds of small scale neighborhood-based of resilience and adaptation, and emphasizing the need for big structural or infrastructural change to address this.
and the fact that that wasn't happening or happening enough in his view. So he writes, or he told me that, so here and there, a piece of green is created in the city, but like that, we will still be working for another 100 or 200 years to address the heat island problem of the city of Antwerp. If you want to do something about the heat island of the city, you need to do something, you need something else. You need a measure that really makes a difference, that is a disruptive measure, and Ringland was such a disruptive measure, such a disruptive possibility that has been dragged through the mud. So I think this is kind of one of the most interesting exceptions to the bigger story that I'm painting, of some people recognizing the need for a more, well, a larger scale kinds of adaptation, politics and movement involvement in that, than the kinds of prefigurative, neighborhood-based, park-like endeavors that we typically see as these kinds of exceptions. So, long story short, there is an interesting thing going on in European climate activism, but I think beyond Europe, with an increasing recognition of the need to look beyond mitigation. But I think by and large, a lack of this happening. Now, a small caveat, this research, the data collection was done between 2018 and 2020. New things have happened. I think, for instance, the recent struggle in France around Sainte-Soline is a very interesting example of how adaptation does become the core of a large-scale infrastructure level contestation. However, I think that some of these mechanisms that keep climate activists from engaging with this question, such as finding it difficult to sort of introduce an emotional regime that can build a link between these post-apocalyptic sentiments and strategizing, is still remains an important question. I'll leave it at that, and I'll look forward to the discussion. On va rappeler de celle-là. Hop. On partage toujours l'écran, donc ça c'est bon. L'écran. Voilà. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant tout, je voulais remercier les organisateurs, Nassan et Nathalie, tout d'abord pour l'invitation, et puis tous les participantes et participants, parce que depuis hier, je trouve les échanges très intéressants. Donc, je vais vous ramener au Brésil, où on était hier matin avec l'intervention d'Isabelle Hillenkamp, mais sur un terrain qui est très, très différent, puisque là, ça va vraiment être un terrain urbain en Amazonie, puisqu'on a l'habitude de parler de l'Amazonie plutôt pour les enjeux forestaux. Et là, tout simplement, une des plus grandes villes d'Amazonie, donc qui est la ville de Belém, Belém do Pará, on dit au Brésil, pour différencier de Belém au Portugal, qui compte 2,3 millions d'habitants et qui est au cœur d'un certain nombre de choses. Donc là, je m'exprime aussi au nom de mon collègue Clément Pain, avec lequel on a mené cette partie d'une recherche plus collective qui a concerné, qui a été lancée par l'Université fédérale du Pará, donc située à Belém, qui était sur les usages de l'eau, la question de l'eau de manière plus générale dans cet État et dans la région amazonienne au Brésil. Et donc, nous, on a mené plus particulièrement le volet de l'enquête sur la question des inondations, de la prise en charge des inondations. Et donc, ce que je voudrais essayer de réfléchir avec vous aujourd'hui, c'est la manière dont voilà, ce problème public des inondations, finalement, a été traité, et de quelle manière les habitants et les habitantes ont été pris en charge ou pas pris en compte dans la manière d'y répondre. Alors d'abord, Belém, comme je disais, c'est un nœud de contradiction écologique. Donc c'est une ville qui se situe à une centaine de kilomètres de l'océan Atlantique, mais qui donne directement sur un bras de mer, vous allez voir sur la carte, et l'embouchure d'un fleuve, le fleuve Guama. Donc il y a une ville qui est à la fois
énormément de ressources environnementales qui est située donc dans la région amazonienne et qui en même temps concentre toute une série de pollutions, de problèmes écologiques, à commencer donc par la question des inondations qui est due à la fois au mouvement de marée et puis aux précipitations très abondantes puisqu'on est dans une région tropicale où quand il pleut, il pleut. Et ce qui s'ajoute au fait que la ville en fait est traversée par plus d'une centaine de petits cours d'eau qu'on appelle en portugais les igarapés, qui donc contribuent à ce problème d'inondation qui vont, comme je l'ai expliqué, avoir un impact très important dans la vie quotidienne des habitants. Donc la ville, la question de l'eau qui est de manière générale au Brésil est au cœur aujourd'hui des débats publics à la fois sur le versant sécheresse et sur le versant inondation, comme vous en avez sans doute entendu parler. Cette eau, elle est à la fois une ressource pour Belém dans le développement des activités. Et Belém, c'est avec Manaus, en gros, un des lieux, un des ports importants voilà, où circulent les marchandises, etc. Et qui a permis notamment historiquement l'exploitation du caoutchouc. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de Fordlandia qui a été développé en Amérique du Sud. Donc voilà, ça a contribué vraiment à la richesse de la ville. Et aujourd'hui, on va voir que cette eau, elle est réinvestie plutôt dans une logique touristique. Et en même temps, donc, c'est un danger et une menace permanente pour les habitants. Alors, notre enquête, elle a porté plus particulièrement, je vais le développer après, mais sur 2 projets de macro-drainage, c'est-à-dire d'essayer de prendre en compte par un drainage à grande échelle, essayer de réduire ou de diminuer ou d'éliminer l'effet des inondations dans la ville. Donc, ce que je vais expliquer, c'est un cheminement un petit peu de recherche en vous montrant comment on a essayé avec mon collègue de vraiment partir plutôt de la littérature brésilienne sur la question de l'eau. Enfin, on a évidemment exploré ce qui se faisait en Europe, mais on s'est dit, bah, faut essayer de voir un petit peu comment les chercheuses et les chercheurs locaux traitent ces questions liées à l'eau. Et on a appris beaucoup de choses que je vais essayer de vous résumer rapidement. Et en même temps, aussi des insatisfactions ou des limites qui, pour le coup, notre regard d'Européens peut-être a pu permettre de compléter pour essayer de traiter notamment dans une question de justice environnementale, donc en essayant de croiser à la fois les études urbaines et la justice environnementale. Donc je vais revenir un petit peu d'abord sur cette littérature brésilienne avant ensuite de montrer comment notre recherche a pu un petit peu, a pu soulever d'autres questions et apporter un petit peu dans une perspective d'écologie politique. Donc voilà rapidement des cartes pour vous situer, peut-être si vous ne savez pas où est Belém, donc très proche de l'équateur, avec cette particularité donc d'être coupé aussi du reste de l'État du Pará. Enfin, il y a une grande différence avec Manaus, c'est qu'à Manaus, ces temps-ci, on trouve beaucoup de migrants, notamment vénézuéliens, et beaucoup moins à Belém, puisqu'on a une difficulté d'accès qui tient à ce bras de mer au bord de laquelle donc, la question migratoire est pas importante. Par contre, la question raciale, évidemment, ethnique au Brésil est fondamentale. Et puis là, c'est une carte de la ville où on voit le découpage en bassins hydrographiques qui fait tout à fait sens dans l'urbanisation de la ville. Et les deux bassins sur lesquels on a travaillé plus particulièrement, les 2 projets de macro-drainage. Le premier, c'est le très gros bassin qui s'appelle le bassin du Una. Et le deuxième, c'est le deuxième plus grand, en fait, le bassin du Tucunduba. Donc, ces 2 projets de macro-drainage, le premier a été lancé en 1993, le deuxième en 1999. On va voir que c'est important parce qu'en fait, la couleur politique de la municipalité n'était pas la même, ce qui est une variable qui va en fait se révéler assez importante. Donc là, un peu la carte postale du renouvellement urbain de la ville pour vous donner 2 exemples de comment la ville essaye d'utiliser l'eau d'un point de vue touristique. Vous avez 2 lieux assez emblématiques que vous retrouvez si vous mettez Belém dans un moteur de recherche, par exemple. Le premier, c'est la reconversion d'une partie du port. Historiquement, vous voyez encore les grandes grues jaunes qui restent là et qui ne servent plus à rien, mais qui s'appelle la station des docks, qui est devenue un lieu voilà, rempli de restaurants, de commerces, etc., mais qui est gardé à l'entrée et en gros qui est complètement réservé aux classes supérieures et blanches, pour le dire vite. Et le deuxième, c'est une mangrove, en fait, qui a été réinvestie en petit parc. Donc, c'est en portugais, ça veut dire la mangrove des hérons. Et donc, c'est un petit parc animalier magnifique au cœur de la ville, qui, là, pour le coup, l'accès n'est pas fermé du point de vue sécuritaire, mais en pratique, là aussi, on a observé, et il n'y a que des blancs favorisés qui fréquentent cet endroit-là.
Et puis ça, c'est l'autre côté de la carte postale. Donc là, c'est des images des inondations qui sont quasiment quotidiennes, surtout en saison des pluies, et qui ont des impacts très, très importants sur la vie. C'est-à-dire que quand il pleut, on se déplace moins, voire pas du tout dans certaines régions, sachant qu'il y a une répartition urbaine de la population qui est assez simple et des activités. En gros, vous avez plein de petites collines également dans la ville, et donc tout ce qui est bureau d'activités, des activités les plus rentables et résidences des habitants les plus riches sont situées en hauteur et sont moins, mais pas complètement épargnés par les inondations. Et évidemment, tous les quartiers pauvres sont dans les zones basses. Et dans les quartiers pauvres, on compte à la fois des habitats officiels et beaucoup de ce qu'on appelle des occupations. On dirait favelas, mais ce n'est pas tout à fait exact comme terme, dont certaines sont au cœur de la ville, en fait, dans des endroits qui théoriquement ne devraient pas être construits, mais qui sont pour certains légalisés. Voilà, mais qui sont donc particulièrement. Et là, vous avez un exemple, par exemple, d'occupations qui sont dans la zone du Tukunduba, où vous voyez des habitats sur pilotis, où en fait, c'est les habitants de l'intérieur de l'État, c'est-à-dire des zones rurales, qui sont les habitants traditionnels des bords des fleuves, qu'on appelle les caboclos, qui vont construire eux-mêmes, qui ont construit eux-mêmes des habitats en utilisant leur propre savoir-faire. Et comme vous le voyez, donc, dans les Igarapé, dans pas mal d'endroits, on trouve beaucoup, beaucoup de déchets. Vous allez voir que ça aussi, ça a une importance dans la suite. Donc là, je vais rapidement détailler les principales approches en fait, de ces questions de l'eau et comment ces projets sont, enfin les projets de traitement des enjeux liés à l'eau sont traités au Brésil. Donc, premier type d'approche qu'on a identifié, c'est une approche plutôt institutionnaliste qui va partir de l'évolution des textes de loi, des textes réglementaires dans la prise en compte des questions hydriques, donc sous 3 enjeux qui sont l'assainissement de l'eau. Alors, c'est important parce qu'au Brésil, il y a moins de 50% de la population aujourd'hui, enfin, on atteint presque les 50% de la population de l'ensemble du pays qui bénéficie d'un réseau d'assainissement de l'eau et d'égouts. Donc, ça veut dire tout le reste, non. Ensuite, il y a évidemment la question de la distribution de l'accès à l'eau potable qui est aussi évidemment un enjeu. Puis enfin, la question du drainage qui, dans des villes comme Belém, est une question fondamentale. Alors, en gros, pour nous, ça a été assez intéressant de voir, notamment dans une perspective historique, comment cette prise en charge des questions hydriques a été prise en compte et ce que montrent grosso modo les articles, notamment un que j'ai mis ici. C'est d'une part qu'on voit progressivement la question environnementale prise en compte dans ces textes de loi. Deuxièmement, que là aussi, une prise en compte de la nécessité de décentraliser l'approche pour une meilleure prise en charge politique de ces questions. Et enfin, la dernière évolution, c'est la question de l'externalisation de ces questions en vue d'efficacité à des compagnies qui peuvent être soit restées publiques, donc c'est des compagnies qui dépendent des États fédérés, compagnies étatiques d'assainissement de base, c'est ce que veut dire le cycle CESD, ou peuvent être carrément données au privé avec cette idée que le privé serait plus efficace, etc. etc. Et ce que montre cette littérature, c'est que voilà, cette évolution-là, bah, elle peut aussi amener au type de conflit potentiel dans les territoires concernés. Deuxième approche, c'est une approche qui est plus, qu'on a qualifiée de socio-technique, où là, au-delà donc des textes de loi, on va regarder ce qui se passe concrètement et ce que met en évidence, cette littérature, pardon, c'est l'importance de l'enjeu de la maîtrise technique de ces questions et des rapports de pouvoir qui sont sous-jacents. Autrement dit, ce qu'essayent d'expliquer les chercheuses et les chercheurs qu'on a inscrits dans cette approche, c'est que derrière cette difficulté à développer la distribution et l'assainissement, notamment ces infrastructures, eh bien, ça tient au fait que ces compagnies, les compagnies publiques et privées concernées, eh bien, ont un monopole sur technique qui leur permettent d'imposer leurs solutions, qui sont évidemment les solutions qui répondent à leurs intérêts et notamment qui sont les plus rentables. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est l'émergence d'outils qui se veulent participatifs, je dis bien qui se veulent, qu'on voit dans des villes comme Belém, mais ce n'est pas le seul cas, c'est la mise en place de comités de bassin
Donc, ces bassins hydrographiques qui font sens aussi pour les habitants, puisqu'on crée des comités, mais tout l'enjeu ensuite est qui on intègre à ces comités et comment se passent concrètement les discussions et les prises de décision. C'est-à-dire que c'est une forme de légitimation. La littérature est plutôt critique et dit on a une légitimation finalement des solutions techniques en disant qu'on a associé les habitants, même si en pratique, on a pris des représentants qui, pour des raisons diverses, pouvaient avoir intérêt à participer à ça. Ensuite, troisième approche, une approche qui est en termes de géographique et de planification urbaine. Là, qui est très très riche là aussi, qui nous dit ce qui est intéressant, c'est de dire il faut relier l'urbanisation dans l'Amazonie avec les politiques extractivistes, la logique extractiviste ou néo-extractiviste dont a parlé Isabelle Hillenkamp hier matin. Avec aussi la nécessité d'avoir une prise en compte des différentes échelles du macro au plus micro, également de prendre en compte les différentes dimensions des usages de l'eau et des rapports à l'eau. Et cette littérature, elle va montrer notamment qu'on a des tensions croissantes autour de l'accès à l'eau potable ou de l'accès de l'évitement des inondations qui viennent de ce développement plus ou moins incontrôlable, alors qu'on a tendance à présenter comme incontrôlable, mais qui a aussi ses propres logiques, et avec, là encore, l'insistance sur l'ingénierie environnementale comme manière de répondre, un solutionnisme technologique, on pourrait dire, comme réponse privilégiée à toutes ces questions. Donc, encore une fois, dans ces approches, les habitants et les enjeux sociaux sont complètement écartés. Et quatrième type d'approche qu'on a distingué, une approche anthropologique qui là pour nous était plus satisfaisante puisqu'enfin on voit apparaître véritablement les habitants. Donc, un certain nombre de travaux l'anthropologie est plus développée au Brésil qu'en France notamment, mais qui vont insister, beaucoup de travaux sur l'imaginaire, les représentations des habitants, leur manière d'habiter et leur vie quotidienne. Donc là aussi, qui montre un rapport qui n'est pas simplement technique ou matériel aux questions de l'eau, et notamment mise en évidence d'une mémoire écologique chez ces habitants déplacés volontairement ou pas volontairement pour des raisons économiques qui sont venus progressivement peupler Belém. Également, une littérature qui va insister sur une découverte de la citoyenneté dans dans les formes de résistance, je vais y revenir, à ces problèmes liés à l'eau et notamment d'inondation. Et finalement, qui nous a amené à inclure dans notre recherche une notion qu'on peut traduire en français par écologisation, mais qui n'a pas tout à fait le même sens sous la plume de l'auteur Sergio Laichi Lopez qui l'a développé, qu'il l'appelle ambientalisation, mais qui va plutôt l'appliquer pour les enjeux forestiers et les régions plus aquatiques. Donc, il parle d'ambientalisation, il va différencier une ambientalisation verte et bleue. Et nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y en avait peut-être une troisième version qui serait grise dans les villes, enfin qu'on a qualifiée de grise. Je vais y revenir. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer la littérature très rapidement. C'est d'avancer. Très, très rapidement, la littérature voilà, qui ne nous apparaissait pas complètement satisfaisante, même si évidemment on s'en est beaucoup nourri et on a trouvé beaucoup de choses intéressantes, mais notamment pour rendre compte de ce que nous on observait. Donc on a mené un certain nombre d'entretiens avec différents types d'acteurs et beaucoup d'observations tout simplement de terrain. On a visité des habitations également d'habitants qui voulaient bien par des réseaux de rencontres, etc. Et pour essayer de rendre compte à ce qu'on voyait. Alors, je vais aller très vite, mais en gros, voilà, on a essayé de mener une monographie comparative, donc non pas entre deux villes différentes, mais à l'échelle d'une seule ville sur les deux projets de macro-drainage dont je vous ai parlé. Et finalement, le principal résultat qu'on a obtenu, c'est que ces deux projets de macro-drainage, à seulement 6 ans de différence, ils avaient une philosophie qui était complètement distincte et qui pourrait correspondre à deux approches différentes de la ville. Je reprends la distinction de Cavin et Bourg entre de la ville, des relations entre la ville et la nature, une qu'on pourrait qualifier de prométhéenne, donc qui s'appuie vraiment sur une logique d'efficacité matérielle productiviste, versus une vision orphique centrée qui va laisser de la place à l'esthétique, aux manières d'habiter, au care. Pour le dire très très vite, je vous renvoie à leur article. Alors voilà les deux projets. Donc le projet du Huna qui est de loin le plus important. Vous avez vu la taille aussi du
du bassin hydrographique. Alors, la solution a consisté à artificialiser les igarapés en faisant des canaux. Donc, en reprenant ce qui existait déjà, mais en intensifiant un peu la chose. Et puis, en asphaltant, en goudronnant énormément. Donc, ce qui, vous le savez, n'est pas forcément une bonne manière d'essayer de réduire les inondations. Deuxième enjeu technique, c'est de mettre des valves, enfin comment on dit, des digues à l'entrée entre les canaux et la baie maritime, voilà, qui sont censés qu'on va activer pour vider les trop-pleins d'eau à certains moments, donc solution très technique. Alors, c'est un projet de très grande envergure hein, qui a, j'ai plus le chiffre en tête, mais en termes de millions de dollars, et qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il est mené par une coalition entre la Banque interaméricaine de développement, la BID en français, et l'État du Pará, principalement, qui est d'une couleur qui est de droite, qui correspond au PSDB. C'est voilà, le parti de droite avant Bolsonaro qui était important. Donc voilà, avec une logique technique et financière assez importante. Et ce qui est intéressant, c'est que ce projet n'a pas été mené au bout. Ça a arrêté en 2006 et sans que la BID, qui était le principal financeur, ne s'en plaigne réellement. Et puis enfin, les habitants n'ont pas été complètement oubliés puisqu'ils ont été inclus dans le projet, mais à travers les fameux comités de bassin, donc avec des leaders nommés par l'État, pour le dire vite, et la mise en place d'un conseil de gestion où là aussi, on nommait des représentants, des porte-paroles désignés des habitants. Le deuxième projet du Tucunduba, lui, la logique a été complètement différente puisque ça a été plutôt d'essayer de préserver au maximum les lits des igarapés, mais éventuellement même en les étendant un petit peu pour permettre qu'ils puissent recueillir une plus grande part d'eau. Logique aussi dans l'accès à la mer, c'était au contraire de surtout pas mettre de barrières, donc pour que, au contraire, utiliser la marée pour évacuer les trop-pleins d'eau, etc. C'est un projet qui demandait beaucoup moins d'argent, de fonds que le projet mené dans le Huna. Et enfin, avec une coalition des financeurs qui étaient de l'État fédéral, c'est-à-dire la Caixa Econômica, qui est la principale banque publique avec la Banque du Brésil. Donc, à l'époque où où Lula était encore à la présidence, donc le Parti des travailleurs, et la ville de Belém, qui était à l'époque contrôlée par le Parti des travailleurs, une municipalité. Et cette municipalité, aussi parce qu'elle s'appuyait sur des alliances différentes à l'intérieur de la ville pour gagner les élections municipales, eh bien, a essayé de mettre en place une véritable logique participative, je n'ai pas le temps de développer, mais en créant un conseil de la ville, comme ils l'ont appelé, en s'efforçant d'avoir une représentativité des différents groupes, des différentes communautés à l'intérieur de la ville, et notamment des femmes, des indigènes, des personnes noires aussi, les quilombolas dont parlait Isabelle hier, etc. Donc vraiment essayer de les faire participer. Il y a eu tout un travail de démocratie participative. Ouais, je vais hyper vite. Donc simplement, ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que tous les acteurs locaux qu'on a rencontrés, y compris les acteurs politiques, eh bien, évacuaient complètement la variable partisane pour rendre compte de leur projet. Comme si, voilà, c'était pas important qui était à la tête de la ville, de l'État, etc., etc. Or, cette variable partisane, pour nous, elle est apparue assez vite. Là, c'est là quand je disais, avec notre vision d'Européens, on s'est dit, bah, tiens, c'est quand même pas simple de faire fonctionner ça ensemble. Voilà, à la fois dans les idéologies, dans les liens avec les mouvements sociaux, etc., etc. Et puis dans les difficultés d'articuler les différents niveaux d'action publique, notamment entre l'État fédéré et la municipalité. J'y vais vite. Et puis en termes de justice environnementale, là aussi, pour nous, c'était assez intéressant puisqu'on avait un processus de blaming the victim, c'est-à-dire que les habitants les plus pauvres, et notamment les caboclos dans les occupations sur pilotis que je vous ai montrées, eh bien, étaient accusés d'être les responsables principaux des inondations à cause des déchets qui étaient dans là, je ne sais pas, vous ne voyez pas le banc, mais il y a marqué, voilà, ne jetez pas de déchets. Enfin, vraiment, cette idée que c'est le petit geste et le civisme des habitants qui permettrait aussi de résoudre le problème. Et ce qu'on voit, ce qu'on a constaté, c'est des formes à la fois ordinaires de résistance par l'adaptation du quotidien, où justement on va réaménager les espaces, des formes de solidarité, etc. Et puis des formes plus politiques, avec la mise en place notamment d'un front des habitants préjudiciés ou affectés du bassin du Huna,
qui s'est mis en place, qui a essayé de refuser, dans le discours desquels il y avait un refus du stigmate de victime, en disant on est préjudicié, justement, le mot est choisi à escient, qui développait un répertoire d'actions hyper intéressant, en fait, mêlant des pétitions, des manifestations, des lettres à la Banque interaméricaine de développement, à l'État, enfin, à toute une série d'acteurs comme ça, et vraiment un travail de gens qui n'étaient pas hyper diplômés non plus, enfin, qui n'étaient pas de classe supérieure, qui ont fait des alliances aussi beaucoup avec les universitaires locaux, avec d'autres mouvements sociaux, un peu ce qu'on a entendu ce matin, et puis qui ont essayé de changer vraiment le cadrage du problème en montrant que c'est finalement les vrais responsables, c'était les autorités publiques par négligence, par mauvaise conception des projets, etc. Mais malgré tout, ce front-là qu'on a étudié, il n'a pas réussi à mobiliser en masse la population. Il y a des sympathies, on a vu des habitants qui nous disent ah, c'est super ce qu'ils font, mais qui ne se sentent pas concernés. Donc, on a deux hypothèses. On n'a pas pu faire d'entretien avec la population suffisamment développée pour donner ça, mais en disant qu'il y a peut-être des enjeux de classe, malgré tout, qui vont se jouer entre ces habitants du même bassin, qu'il y a des petites différences de classe, finalement, qui vont quand même avoir une importance, et d'identité, de formation d'identité sur des bases raciales, communautaires, etc. Plus, deuxième explication, c'est le clientélisme urbain, puisqu'entre-temps, la mairie a été reprise par le PSDB. Enfin, là, elle est repassée à gauche, mais elle avait été reprise par le PSDB. Et là, on avait, voilà, on a une présentation le PSDB a mis en place, a goudronné des routes qui, juste là, étaient en terre. Donc, pour les habitants, c'était super. Ils le voyaient comme un projet, sans faire le lien entre ces routes qui leur permettaient une mobilité plus grande, mais les risques d'accroître le problème encore des inondations. Désolé, donc je termine très vite. Voilà, conclusion, juste de montrer que voilà, c'est cette politisation des politisations. Enfin, c'est un processus qui est assez subtil finalement à analyser. Et malgré tout, ça nous a amené notamment à reprendre l'avertissement qui avait été donné par Grignon et Passeron, d'éviter à la fois un populisme, c'est-à-dire d'exagérer l'autonomie des classes populaires confrontées à ces problèmes-là, mais pas non plus tomber dans le misérabilisme de certains décideurs publics, d'une ignorance, de toute façon, c'est la cause du problème, ils sont complètement incompétents pour le résoudre, etc. Et c'est là ça nous paraissait important pour essayer de replacer les habitants à leur place dans la solution de ces enjeux, notamment d'inondation. Merci beaucoup. On aura venir nos deux collègues qui vont strictement respecter le temps. J'essaye, j'essaye. On ne pourra pas dire que j'essaye pas. Je constate que les anglophones respectent mieux le temps que les francophones. Je ne sais pas si c'est une longueur de grammaire, mais. On a aussi on a prévu normalement 15 minutes. Okay. Alors, on a une tolérance jusqu'à 20 minutes, mais là, des fois, ça. Faut me réaider sur le coup du PowerPoint. Là, c'est plus jouable. Parce que vraiment, on voudrait un temps à la discussion et si on arrive trop tard, on va tenir 15 minutes. Attends, moi, je voudrais aussi m'assurer que vous êtes bien cadré au niveau de votre. On voit bien. On voit vos petits minois. Ouais. Voilà. Et je fais le fichier. Merci. Les flèches gauche, droite. Magnifique. Merci. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. On est très contents aussi de pouvoir discuter à partir du coup d'une enquête qu'on a menée cette année sur les mobilisations dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu à Paris en 2024. Ceux qui sont habitantes d'Île-de-France, je pense que vous n'êtes pas sans savoir tous les problèmes que posent les Jeux olympiques. Je parle plus fort. Donc, la présentation est en français, mais nos slides sont en anglais pour que quand même les anglophones arrivent à suivre notre propos. Donc, voilà, moi, je suis Pauline Gourlet et ma collègue Maud Barret-Bertheloni. On est par ailleurs donc, toutes les deux chercheuses. Et ici, là, le travail qu'on vous présente, comme certaines ce matin, est plutôt un travail fait à côté de nos recherches habituelles, donc à partir d'abord d'une commande en fait pour un ouvrage, un petit ouvrage
il fait partie d'une collection qui s'appelle Manuel. Donc là, l'idée, c'était aussi d'être dans un rôle un peu de traduction des mobilisations et des justifications mises en avant par les personnes mobilisées dans le contexte des Jeux Olympiques et d'essayer d'expliquer pourquoi les personnes se mobilisent, comment elles se mobilisent et en face de quoi, en fait, elles se trouvent et avec quelle prise, ou quel manque de prise, bien souvent, elles se retrouvent confrontées. Donc, on a eu une démarche très empirique. On est parti sans littérature ou avec très peu de littérature par rapport justement aux présentations précédentes. Nous, on était plutôt à partir d'abord des termes et du terrain, de savoir voilà, comment ces mobilisations prennent forme et prennent corps, et d'essayer ensuite d'articuler et de comprendre un peu le phénomène à la fois du coup global et très local, que sont les Jeux Olympiques. Donc, pour vous faire un contexte assez rapide de ce que, du coup, de ces phénomènes et de l'objet devant lequel on s'est retrouvé, que sont les Jeux Olympiques. Donc, c'est à la fois, comme vous le savez, un phénomène qui est largement global, avec des éditions toutes les 2 ans. Enfin, là, je vous ai mis les éditions d'été tous les 4 ans, mais en réalité, tous les 2 ans. Entre JO d'hiver, JO d'été, qui prennent du coup corps dans des villes très différentes et qui donnent lieu du coup à la mobilisation à chaque fois. Et nous, c'est ce qui nous a intéressé aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a un mouvement transnational qui se met en place aussi et qui essaye de documenter les effets d'une édition sur l'autre, bien que localement, évidemment, il y ait des spécificités à chaque fois différentes. Mais voilà, cette documentation donne à voir aussi des effets qui en fait se répètent malgré les contextes. Et notamment le politiste Jules Boykoff, qui fait aussi partie des mobilisés, en documente 5, sur lesquels du coup nous on va revenir un peu spécifiquement, mais un phénomène de gentrification, un phénomène de militarisation de l'espace public, un processus largement antidémocratique dans les aménagements et la mise en place des Jeux. Une augmentation de la dépense publique, c'est-à-dire que toujours les Jeux ont d'abord un budget qui est proposé dans la candidature, mais qui est toujours largement dépassé et qui devient une dette publique importante pour les États. Et enfin, des aménagements et des constructions écocidaires, notamment du fait de bétonisation importante et puis de l'ampleur. Donc, on se retrouve avec des stades et des aménagements sportifs bien souvent disproportionnés par rapport, faits pour les Jeux, mais qui après, du coup, ont peu de vie ultérieure. Pour l'édition de Paris, du coup, c'est à partir de 2015 que la candidature est posée, même si en fait il y avait eu des candidatures précédentes qui ont échoué, donc il y a aussi une sorte de on rejoue bien souvent des projets antérieurs, ça se déplace, mais beaucoup des choses peuvent être reprises d'une fois sur l'autre. Mais là, donc, on est sur un dépôt de candidature qui a eu lieu en 2015, avec du coup, une officialisation de la candidature en 2017 du fait qu'il ne restait que 2 villes candidates, Los Angeles et Paris. Los Angeles qui a eu du coup les Jeux de 2028 et Paris 2024. Donc, on n'est plus vraiment dans l'idée d'avoir gagné la candidature des Jeux Olympiques, mais plutôt, c'est peut-être parce qu'on était seul en lice. Et ensuite, un comité d'organisation qui se met à la manette et qui pilote le travail de construction et de chantier qui a lieu principalement en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est là-dessus qu'on va aussi, Maud parlera plus aussi de ce qui se passe localement. C'est que là, les Jeux de Paris ont proposé, et c'était dans leur dossier de candidature, des Jeux écologiques, dans le sens où il y a très peu de construction, donc 95% selon le dossier de construction sont en fait des bâtiments déjà existants qui sont réaménagés, etc. Et donc peu de construction, mais en fait l'ensemble des constructions se concentre sur un territoire très précis, à pleine commune et largement à Denis, et pleine commune et Saint-Denis en particulier. Et ce qui est intéressant par contre dans la chronologie française, c'est que pour la première fois, on a les Jeux qui arrivent là et une candidature toujours en lice pour les Jeux d'hiver de 2030. Et donc pour les mobilisations, c'est quelque chose d'important puisque pour une fois, il peut y avoir un effet des mobilisations pour cette édition, bien qu'ils auront lieu, mais peut-être pour annuler les suivants de 2030. En tout cas, c'est un espoir qui est porté par certaines personnes mobilisées. Donc, pour quand même
voilà, revenir sur cette compréhension que les Jeux olympiques sont donc un couplage entre ce que un des chercheurs avec qui on a discuté, il parle d'un modèle, le modèle porté par le comité. Donc ce modèle qui favorise voilà, les intérêts d'une entreprise transnationale, qui est le comité des Jeux, avec du coup à la fois des instances et des aménagements très locaux. Et donc c'est ce phénomène dual qui suscite des mobilisations et qui suscite aussi du coup des jeux d'échelle très complexes à analyser, puisque certains et certaines se mobilisent contre le phénomène transnational et plutôt son aspect capitalistique et voilà, un certain nombre de phénomènes qui sont à une échelle globale, quand d'autres se mobilisent à partir de conséquences extrêmement locales, ce qui fait une pluralité d'acteurs et de raisons de se mobiliser qui sont parfois difficiles à tenir ensemble et qui créent même des contradictions dans le mouvement quand il se développe. C'est ce que Maud va développer un peu plus. Je vous lis pas le verbatim, du coup, je vais assez vite, mais voilà. Et donc, comment ça s'instancie quand même localement, notamment ce couplage est permis par des lois qui intronisent en fait dans le droit et avec un régime d'exception le contrat qui est passé entre le pays hôte, enfin, en l'occurrence entre la France Paris, et la mairie de Paris, et le CEO. Et donc, en ce qui concerne, pour essayer de placer aussi notre question par rapport à ces journées, il y a des mobilisations qui se revendiquent écologiques, ou en tout cas qui ont des préoccupations clairement environnementales et qui s'inscrivent dans des mouvements voilà, qui ont des racines. Là, on voit qu'il y a une référence directe à Notre-Dame-des-Landes en disant mais ça devrait être appelé aussi un grand projet non nécessaire et imposé. Donc voilà, certaines références directes, mais aussi certaines mobilisations qui viennent questionner, comme on l'a vu ce matin aussi à partir des travaux empiriques, les questions de justice et de justice environnementale, parce qu'ils ne se revendiquent pas du tout, peu, de ce prisme-là. Et voilà, donc en fait, utiliser des termes différents. Et donc nous, c'est ce qui nous a intéressés, c'est comment les collectifs et les individus qui sont concernés par les Jeux olympiques, à différents titres, vont enquêter et vont définir les problèmes à partir de leur réalité, en fait. Donc, sur ce, je laisse la parole à Maud. Ben, disons que, enfin, ça, c'est la question qu'on a décidé de décliner, en gros, à cette occasion-ci. Une des spécificités quand même des mobilisations autour des JEP, c'est quand même qu'il y a un très grand travail d'enquête au sein des mobilisations. Donc, il y a plusieurs facteurs. C'est à la fois le fait qu'il y a beaucoup de chercheuses et chercheurs, il y a beaucoup de journalistes, beaucoup d'étudiantes aussi qui contribuent certainement à cette grande production. Mais aussi, en fait, tout un travail d'enquête qui va viser vraiment à documenter les conséquences de voilà, ce qui s'appelle aussi la machine olympique pour vraiment rassembler ces projets qui sinon resteraient éparses. Donc, à la fois du point de vue urbanistique, mais aussi plus les conséquences des JOP, un peu comme la carte qu'on montrait de Jules Boykoff qui a mis ensemble en fait, ces conséquences qui se déclinent de ville en ville tous les 2 ans. Et donc, parmi les différents collectifs, on va rapidement parler de certains. Donc, il y a des collectifs plutôt à d'échelle, on pourrait dire, en tout cas, qui affrontent le phénomène olympique en tant que tel. Donc, il y a notamment Saccage 2024 qui a produit cette carte des saccages. Voilà, on vous la montre aussi, elle est là. Mais il y a Saccage 2024, le comité de vigilance dont on vous parlera. Il y a plusieurs associations qui, en fait, sont des associations préstructurées et préexistantes avec des champs d'expertise qui font du plaidoyer, par exemple, sur des questions de surveillance ou de droit au logement et qui, en fait, vont se greffer au mouvement olympique sur des aspects précis. Puis, Pauline vous parlera plus, en fait, de 2 luttes locales, donc Pleyel et les Jardins d'Aubervilliers. Mais ce qui est intéressant en fait dans ça, c'est que malgré donc à la fois une focale sur la question olympique et des focales et des échelles en fait qui varient énormément, on va avoir donc à chaque fois plus ou moins à chaque fois en fait une dimension environnementale et écologiste des mobilisations, mais qui est déclinée pas forcément en termes d'écologie frontale, comme on peut l'avoir eu dans d'autres mouvements.
Et typiquement, Saccage, donc ça, c'est la qu'ils ont faite avec un collectif qui s'appelle À la Criée, qui est en fait un collectif Saccage étant une sorte de collectif qui naît en novembre 2020 d'une rencontre entre des membres de Extinction Rébellion et des personnes mobilisées contre le village des médias. À la suite de l'appel de convergence des luttes contre la réintoxication du monde, donc avec un lien direct à Notre-Dame-des-Landes, va en fait adopter une ligne autour des JO qui en fait consiste principalement à intensifier en fait les conflits autour des Jeux, mais autour de différentes dimensions. Pas une dimension plus qui s'intéresse à des problématiques sociales, il y a des questions de problématiques, il y a des problématiques écologiques, mais il y a aussi une dimension démocratique qui est quand même un couplage qu'on va trouver assez souvent aussi, en tout cas qu'on va retrouver par exemple dans le comité de vigilance Paris 2024. Et ce qu'on voit sur la carte, si tu veux remettre celui d'avant, c'est que par exemple là, en gros, ils ont documenté les différents projets de transformation urbaine, donc à Saint-Denis, mais aussi ailleurs. Là, le zoom, c'est vous avez à la fois une partie sur la transformation du parc Chalban, donc ils vont dénoncer par exemple la gentrification et l'artificialisation d'une partie du parc qui serait soi-disant compensée, mais donc ce qu'ils dénoncent. Là, en bas, vous voyez les jardins d'Aubervilliers. Donc là, à nouveau, c'était une lutte qui était devenue une sorte de zone à défendre autour de la construction d'un solarium, d'une piscine. Donc là, à nouveau, un argumentaire en fait plutôt d'écologie urbaine. Et Pauline vous en parlera. Alors que sur le côté, vous voyez, en fait, par exemple, la piscine de Marville et le centre aquatique olympique avec une critique différente qui concerne en fait plus, donc à la fois la dimension de la construction de ces infrastructures, l'usage potentiel ou justement qui est questionné qu'elle pourrait avoir pour les populations locales et la question aussi de la gestion privée des piscines par ailleurs. Donc voilà, il y a un peu cette convergence de registres. Et qu'on va retrouver après dans des documents en fait qui là pour le coup ont été, c'est un carnet aussi, mais c'est un différent carnet qui ressemble plus à un zine dans lequel il y a les différents documents de mobilisation. Ça a été produit en partie par le comité de vigilance, mais avec pour le coup des chercheuses et chercheurs plus en urbanisme et en architecture. Et là, on voit très rapidement que en tout cas, Saccage va articuler trois, si vous voulez, dimensions. Donc, il y a cette question environnementale, il y a une question vraiment plus sociale et de développement urbain économique, toujours articulée à la question démocratique. Et dans le document, mais un peu plus tard, et je trouve que c'est intéressant, en fait, on voit, en fait, ils explicitent ce qui permet de tenir ensemble ces trois dimensions qui souvent, en fait, sont considérées comme, issues de mobilisations différentes, en disant que les jeux, en fait, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont opposés aux logiques alternatives, permettant un développement socialement juste, dans un environnement responsable, sur la base de décisions démocratiques. Donc, en fait, le dénominateur commun, c'est aussi, c'est un monde, quelque part. C'est ça qui tient ensemble, ces trois registres de mobilisation-là, mais que eux vont toujours interroger localement. Donc, ce ne sont jamais des mobilisations abstraites sur des questions abstraites, c'est vraiment ou des questions d'infrastructure, en tout cas des lieux et des modes de vie, en tout cas tout à fait ancrés, qu'on voit menacés ou bouleversés par les Jeux olympiques. Et en fait, c'est quelque chose qui se retrouve décliné, avec un rapport en fait assez différent aux institutions, une posture moins anti-JO, du côté du comité de vigilance, qui pour le coup commence avec toujours en se mobilisant autour de la question de l'héritage, là pour le coup avec une perspective proprement urbanistique, de géographe. Il y a beaucoup de chercheurs à nouveau dans les mobilisations. Et une approche citoyenne qui, en tout cas, surtout au début, va chercher d'interpeller et puis d'interagir avec les pouvoirs publics. Et donc aussi d'être à la fois dans une dynamique de dialogue et de contre-proposition. Et là, par exemple, vous avez le projet qui a été mis en place d'aménagement alternatif
autour des JO, où on trouve à nouveau donc, cette dimension environnementale. Bon, là, il y a aussi la question sportive qui est abordée. Et voilà, l'idée vraiment d'une inclusion territoriale qui va plus toucher des questions aussi de gentrification, en tout cas voilà, des questions proprement urbaines. Et on va retrouver à nouveau en fait ces trois échelles, enfin ou ces trois, si vous voulez, ces trois aspects qui sont la question environnementale, la question sociale et une question proprement démocratique, surtout au moment de l'organisation d'une sorte de contre-forum olympique organisé par le comité de vigilance suite à l'annulation de celui institutionnel auquel il souhaitait participer. Et donc là, pour le coup, aussi plus un changement de rapport aussi aux institutions. Et bref, juste pour finir sur les autres collectifs, parce qu'en fait, les rapports, par exemple, entre Saccage et le comité de vigilance ne sont pas du tout évidents. Il y a la coalition, en tout cas du côté des pouvoirs publics, peut-être tient plutôt bien, mais celle, en tout cas des contestataires, voilà, donne lieu à de nombreuses frictions. Mais ils sont, voilà, il y a dans cette coalition contestataire, on va retrouver à la fois, par exemple, des collectifs et des associations précédemment mobilisées, par exemple autour de questions de surveillance, avec l'autorisation de la vidéosurveillance algorithmique autour des JO, qui là vont mobiliser donc deux registres, le registre un peu plus classique, anti-surveillance, qui aussi, donc par exemple, il y a des textes donc, sur non Big Brother olympique, mais dans les documents, par exemple, qu'on trouve après la Révolution, un accent sur le pillage, et là je cite, social, écologique et sécuritaire que sont les JO 2024. Donc à nouveau, cette logique d'articulation-là qui n'est pas nécessairement celle des mobilisations anti-surveillance, ce double registre-là. Qu'on trouve aussi en partie, par exemple, dans les mobilisations autour des logements, avec l'intervention des différentes sociétés de lutte contre, avec parfois des difficultés de dialogue, par exemple, avec Saccage ou d'autres, à la fois en termes de registre d'action et de terminologie employée. Voilà, c'est pas simple. Et enfin, et c'est un peu la troisième qui concerne plus des questions, à la fois avec les mobilisations de collectifs sans papier et qui peuvent être rejoints par nombreux groupes mobilisés, ainsi que par les soulèvements, enfin bref, assez intéressantes. Et certaines mobilisations, en tout cas un support syndical, par exemple de Solidaires, qui revendiquait en fait une attention, contrairement à d'autres syndicats, avec toute la question après de la participation syndicale à la charte du travail. Mais en tout cas, qui vont par exemple soutenir les mobilisations en disant que la lutte pour le travail et aussi la question des conditions de vie des travailleurs, donc vraiment cette attention au lieu de vie, et que c'est pour ça que dans la JAD, en fournissant un support logistique, par exemple. Et bon, je pense que tu vas... Ouais. Je poursuis. Je pense qu'il me reste 3-4 minutes. Ça. Du coup, sur deux de ces sites problématiques et des zones à défendre, en tout cas pour l'un d'eux revendiqués comme tel, donc JAD, Jardin à défendre, et Jardin des Vertus à Aubervilliers, et un où là on est eu d'un problème école qui se retrouve dans le projet tel qu'il est dessiné, prise en étau en fait entre, du fait d'un changement dans le tracé des échangeurs autoroutiers qui se retrouvent dans un triangle et pris donc dans une pollution de l'air pas possible avec des voitures qui l'enserrent. Et donc, on voulait vous montrer un peu plus en détail les registres d'action et puis les termes utilisés pour ces mobilisations. Donc, tout d'abord, pour la JAD, donc à Aubervilliers, il y a du coup, comme Maud l'a dit, il y a eu un projet de solarium, d'une piscine qui avait un solarium qui devait du coup être construit sur des jardins ouvriers qui avaient plus d'un siècle, à peu près un siècle,
qui était du coup vraiment entretenu par les habitants, qui voyaient là, pour certains, un moyen nourricier, bon, pas exclusif, loin de là, mais quand même de pouvoir cultiver et d'avoir une agriculture urbaine. Et pour d'autres, ils témoignent de ce qui était un peu parenthèse, qui leur permettait de prendre soin d'un jardin, etc. Et notamment, donc, la lutte a été menée par beaucoup de gens, mais particulièrement par une jardinière qui s'appelle Dolores, qui a voilà, beaucoup médiatisé en fait ce qui était en train de se passer et qui a des termes comme, elle dit, c'est facile de venir bétonner chez nous, de toute façon, personne n'est dupe, ici c'est moins cher et les gens se défendent moins. Donc je trouve que ça fait aussi bien écho à des choses qui ont été discutées ce matin sur ces différents terrains, parce qu'on est encore dans le 9-3 comme ce matin. Et elle dit, je refuse qu'on vienne nous bétonner pour des JO qui auront lieu à Paris. Les JO viennent bétonner la Seine-Saint-Denis. Mais on est fort, on est nombreux, ils sont faibles et la peur est de leur côté. Donc elle dit, s'ils bétonnent les jardins, ce sera devant les caméras, c'est une lutte. Et donc ce que dit par exemple Jade Lingard, qui est donc journaliste à Mediapart et militante, qui a beaucoup suivi et qui s'est impliquée dans cette lutte-là, c'est que Dolores avait immédiatement compris l'intérêt de combiner 3 modes de lutte, la médiatisation, la bataille juridique, donc de faire aussi des recours juridiques, et l'occupation. Donc là, une stratégie plus militante d'occupation avec tente, etc. Et donc elle dit, c'est cette combinaison-là qui aussi a énormément pris. Ça a été, ils ont été rejoints par plein de gens. Et donc, elle l'a dit, cette lutte a pris la lumière, peut-être d'ailleurs au détriment d'autres, parce qu'il y a quand même plein d'autres problèmes qui ont été causés par les JO. Notamment, on y reviendra sur Playel, qui a été beaucoup plus difficile en fait à médiatiser et à appeler du monde pour faire le relais de cette lutte-là. Mais sur la lutte des jardins, ça a extrêmement bien marché, aussi pour le symbole. Et elle le dit, symboliquement, ça marche hyper bien, le petit jardin ouvrier face au grand méchant JO. Et c'est vrai qu'il y a une image comme ça très, très importante avec ces jardiniers qui se mobilisent. Ils ont énormément enquêté, et Maud l'a dit, mais c'est vrai que nous, ce qui nous a vraiment frappé aussi dans ces mobilisations, c'est toute la diversité des pratiques documentaires et des pratiques d'enquête qui ont été mises au point, parce que les JO utilisent ce sont des processus très opaques, administrativement extrêmement compliqués, parce qu'il y a un millefeuille de gouvernance énorme, et donc on a du mal à tracer voilà, quelles décisions sont prises, par qui, comment les déjouer, comment avoir prise sur eux, etc. Et donc, il y a vraiment une inventivité énorme du côté des pratiques documentaires. Là, on a un petit fanzine qui a été fait justement par les jardiniers jardinières pour décrire c'est quoi les pratiques qui vont se retrouver, qui sont menacées en fait par la destruction de ces jardins. Et donc, des gens qui témoignent et qui racontent de leur expérience intime avec ces milieux. On a aussi une pratique, sur les jardins, c'est intéressant, sur la question de la participation, puisque la participation a été décrite par l'ensemble des mobilisés comme un simulacre. Donc, la plupart de la participation institutionnelle organisée pour dire, bah, vous voyez, on a bien pris en compte la parole des habitants pour l'aménagement des JO, en fait, s'est trouvé dénoncé comme étant extrêmement accéléré, largement dématérialisé et donc, en fait, complètement inefficace et inexistante. Alors que, en fait, sur les jardins, ils sont extrêmement. Voilà, ils se sont notamment à travers visiblement une BD qui a été faite sur le coup, pour en fait avoir un argumentaire extrêmement bien préparé pour qu'il y ait une mobilisation massive sur une plateforme dans le temps de la participation et qui là a réussi à déjouer un peu le mécanisme de participation accélérée et où ça a vraiment compté et le PLU a été annulé. Donc, ça a visiblement fonctionné. Et donc, je vous disais aussi des pratiques documentaires, là, notamment cartographiques, d'essayer de rendre compte de la spécificité du territoire dans son inégalité par rapport aux accès aux espaces verts, inégalité par rapport à la pollution de l'air, enfin, toute une série de cartes vraiment intéressantes qu'ils ont produites. Mais dans les limites, voilà, ce qu'elle disait, ce que ligne Jade, c'est que d'une part, c'est vrai que par rapport à d'autres lieux du 9-3, celle-ci a été défendue, mais d'autres ne le sont pas, et ça reste une question de comprendre pourquoi. Et Mariana, une chercheuse et architecte militante aussi dans le comité de vigilance, elle soulève aussi la difficulté, mais on en a parlé ce matin, mais pour la discussion, je pense que c'est intéressant de dire, bah voilà, il y a aussi c'est vrai, une mobilisation très blanche en fait. Donc les personnes mobilisées qui défendent les lieux sont plutôt chercheurs ou en tout
tout cas personnes éduquées et plutôt blanches, quand de l'autre, les gens qui nous regardent défiler sur ces lieux sont plutôt racisés et ne participent pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, en fait, écouter ces personnes? Et donc, sur Pléiades, je vais aller très vite. Je vous montre les images et si vous avez des questions. Voilà, mais donc c'est cette histoire d'échangeurs avec cette école qui se retrouve un peu au milieu, avec des recours qui ont eu lieu, jusqu'à 3 recours, ils sont allés jusqu'à la Cour européenne, ils ont été déboutés, ils sont dégoûtés, franchement. Voilà, avec là aussi une idée comme on l'a dit ce matin, confiscation et processus antidémocratique de l'aménagement de l'espace public. Je te laisse le mot de conclusion. Voilà, ce qui nous amène, je pense, à 2 questions, puisque d'une part, en fait, ce qui émerge, c'est qu'on voit des mobilisations qui articulent différents registres, mais qui ont une dimension environnementale extrêmement écologiste, en fait, souvent, enfin, à différentes échelles, mais très importantes. Et avec un rapport, et là, pour le coup, j'avais regardé les verbatims sur la justice, la manière dont c'était mobilisé, une conception en tout cas très stratégique de la justice. Donc, c'est un recours en justice. Ça fait partie d'une stratégie de mobilisation. Donc, je vous passe le verbatim de Hamid qui parlait de la manière dont ils l'ont utilisé. Ça, c'est Jade Lingard, donc on parlait avec elle des jardins d'Aubervilliers, et c'est peut-être intéressant en tout cas pour questionner à la fois donc, les circulations de catégories, comme ça a été discuté en début de discussion. Jade Lingard, et c'est assez étonnant, dit, et moi je me suis dit, donc elle revient sur les jardins d'Aubervilliers et sur les articulations aussi, sur la question de la justice environnementale. Moi je me suis dit que si on avait été aux États-Unis, peut-être que je me trompe, ça ne serait jamais passé comme ça. On aurait eu des organizers du community organizing et des gens qui auraient défendu dans une approche de justice environnementale et qui auraient été capables d'articuler un discours politique liant discrimination raciale, discrimination économique et privation démocratique, mais nous, on ne fait pas de community organizing. Donc, à nouveau, cette question des modes d'articulation de ces différents registres et la manière dont, en tout cas, les JO donnent voilà, un éclairage sur ce qui a pu se faire en France et là, accessoirement, surtout en Seine-Saint-Denis. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons un dernier intervenant, M. Préfet de la mairie de Paris. Alors, ça va faire écho un peu aux questions qu'on a eues plutôt sur le carnet de plaques solidaire et on verra une intervention. Voilà. Eh ben non. Super, j'adore, moi ça me rassure. Donc, Monsieur François Croquette est directeur de la DPEC, de la direction transition écologique et climat. Donc, et c'est cette direction notamment qui a mis en place le travail autour des carnets avec le GREC, de telle façon à initier un débat, à travailler avec la recherche. C'est notamment de ça qu'il va nous parler, sans PowerPoint. Oui, mais je vous rassure, je n'ai pas perdu mon ordinateur portable et il n'y a pas les secrets des Jeux Olympiques dedans. Tout va bien. Tout va bien. Non, je pensais que c'était plus facile d'avoir cet échange, d'autant plus qu'on est un peu pris par le temps. Effectivement, moi, je suis directeur de la nouvelle direction de la transition écologique et du climat qui a été créée il y a 2 ans maintenant pour coordonner les politiques de la ville en matière de transition écologique et notamment le plan climat de la ville de Paris. Et c'est ce dont je voulais vous parler un petit peu avant qu'on revienne sur les carnets de recherche, parce que le plan climat, vous le savez peut-être, il est en cours d'adoption. Il sera finalisé d'ici au mois de juin prochain, donc très vite. Et par rapport au précédent, puisque c'est le 4e plan climat de la ville de Paris qui a été pionnière dans ce domaine, on a voulu y insérer une dimension notamment sociale beaucoup plus affirmée, en partant du constat désormais établi et bien documenté dans la science et hélas dans le quotidien, que ce sont les classes populaires qui polluent le moins et qui souffrent le plus des conséquences du changement climatique. Et c'est vrai également à Paris, quand on voit les concentrations de population, notamment dans des habitations sociales aux alentours du périphérique, c'est clairement là que les choses se passent.
Et donc, pour nous, il ne peut pas y avoir de justice climatique sans justice sociale, et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé la lutte contre le changement climatique et le plan climat et la synthèse de cette stratégie comme une politique sociale également. Ça se traduit dans le projet qui a été adopté par le Conseil de Paris en décembre dernier, qui fait maintenant l'objet de consultation, par une attention, je le disais, très particulière aux quartiers populaires. En clair, ce sont eux qui bénéficieront en priorité des financements et des projets qui pourront être mis en place. Par un volet nouveau, en tout cas à Paris, de la lutte contre la précarité énergétique, la crise notamment causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant aggravé le fossé et mis en évidence à nouveau dans les logements sociaux notamment le problème de factures impossibles à payer et donc de risque d'éviction de familles entières. Donc, on a mis en place un dispositif spécifique qui consiste à aller vers ces populations qui sont souvent en difficulté, qui n'ont pas nécessairement envie de se mettre en évidence, mais qui ont besoin qu'on puisse les aider dans cette période où, dans ce type de bâtiment, il fait non seulement très froid l'hiver, avec des factures, je le disais, impossibles à payer, et très chaud l'été parce qu'ils ont été mal conçus. Donc, c'est tout un travail d'accompagnement. Une autre dimension qu'on a voulu développer spécifiquement, c'est la question de l'alimentation bio et locale dans la restauration collective, permettre aux enfants de ces quartiers de bénéficier dans les structures d'accueil, que ce soit les crèches, les écoles ou les centres aérés, d'une nourriture de qualité sourcée. Ce sont autant d'exemples de ce que on espère pouvoir faire dans les années qui viennent. Une politique nouvelle également dans ce plan climat qui consiste à prévoir des plans grands chauds. Vous savez qu'il existe déjà des plans grands froids de mise à l'abri, notamment des personnes qui se trouvent à la rue en cas de température très faible. On est obligé maintenant de prévoir des plans grands chauds, notamment pour les personnes là également qui se trouvent à la rue et pouvoir les mettre à l'abri en cas de canicule pour ne simplement pas mettre leur vie en danger. Ça n'existait pas et ça sera désormais une des politiques poursuivies par la ville de Paris. De manière générale, notre but est de créer des lieux refuges, notamment, encore une fois, en cas de vague de chaleur, et c'est tout le sens de l'exercice Paris à 50 degrés qu'on a organisé il y a quelques mois, avec là également le regard des chercheurs pour nous guider dans cette démarche, identifier des lieux qui peuvent être des lieux refuges, y compris dans des endroits peut-être un peu inattendus. Je pense au tunnel de la Petite Ceinture, où on a amené des classes scolaires parce qu'il y fait entre 10 et 15 degrés de moins qu'à l'extérieur. Et c'est un début évidemment de réflexion et d'action, mais les premières pistes sont plutôt prometteuses. Ce qui m'amène au carnet de recherche, effectivement. Alors, je crois que vous en avez déjà parlé ce matin, mais pour nous, du point de vue de la ville, je voudrais dire que la démarche est totalement dans l'esprit de ce que nous voulons faire avec le GREC, donc le groupe de recherche francilien, le groupe de recherche et d'études sur le climat francilien, puisqu'il est régional, mais il a donc Paris comme champ d'études, et dans les échanges que nous avons eus avec ces chercheurs, nous avons ressenti le besoin de documenter les questions liées aux pratiques et individuelles et collectives des classes populaires en matière de transition écologique. Savoir d'abord comment elles percevaient leur situation, et c'est là que ces questions de vulnérabilité émergent très vite, mais aussi quelles étaient leurs réponses, leurs solutions, parce qu'il y en a qui sont mises en pratique à l'échelle locale, à l'échelle des quartiers, et qui sont trop souvent invisibilisées. Je pense notamment à tout ce qui se fait en matière de précarité énergétique. Justement, on a été dans des habitations où
des collectifs ou des familles avaient pris d'elles-mêmes l'initiative d'engager des travaux et pas forcément des travaux très chers, mais qui avaient fait des différences. Je pense à tout ce qui se fait en matière de recyclage et de réemploi avec des recycleries locales, les questions évidemment d'adaptation à la chaleur, et c'est peut-être encore une fois le plus difficile, le plus sensible, les questions d'alimentation durable, de mobilité, bref, tout ce qui touche au quotidien de ces populations qu'on a besoin encore une fois, de documenter pour en apprendre, et du point de vue de la ville politique qu'on voudrait mettre en œuvre dans le plan climat, elles n'ont de sens que si elles sont en phase avec ce qui se fait déjà et avec ce qui pourrait être amélioré. Et encore une fois, le constat, mais je crois qu'on partage, c'est que il y a assez peu à ce stade de recherche sur ces sujets. Ça commence, mais nous, on voudrait accompagner ce mouvement à la fois parce que ça apportera à la recherche pure des éléments, et puis parce que ça sera directement utilisable pour la ville. En disant ça, évidemment, j'ai bien l'esprit qu'on parle, nous, de Paris, c'est notre objet. Et on ne s'arrête évidemment pas au périphérique parce que les problèmes de pollution d'un côté intramuros et de l'autre côté en banlieue, ils sont évidemment exactement les mêmes. C'est une dimension qu'on a essayé de travailler alors avec nos partenaires des communes voisines de Paris, avec la métropole du Grand Paris également, mais aussi et surtout, j'allais dire, avec le réseau de la société civile, avec les associations qui s'engagent sur ce terrain. On organise à la fin du mois, et je vous y invite tous et toutes, un événement à l'Académie du climat, qui est un lieu où on peut avoir ce type de débat dans le cadre du climat sur justement l'articulation entre Paris et la banlieue en termes de politique d'adaptation au changement climatique, et on le fait en partenariat avec Banlieue Climat et avec d'autres associations. On a un dialogue qui est parfois tendu avec certaines des associations. Je pense au débat qu'on avait eu avec Fatima Wassak et le Front de Mer, mais c'est un débat légitime et qu'on accueille volontiers, et on le poursuivra donc à la fin du mois, les 30 et 31, à l'Académie du climat. Un mot peut-être pour terminer, et pardon d'être un peu ramassé dans le propos, mais sur les questions au sens large de justice environnementale, tout ce que je viens de dire pour moi s'inscrit dans la démarche de justice environnementale que nous portons. Elle peut prendre une dimension plus spécifiquement juridique, et c'est un domaine également dans lequel la ville de Paris a été, je crois, par la première plainte au niveau européen avec d'autres grandes villes européennes, Madrid et Bruxelles à l'époque, contre la norme Euro 6 à l'époque du Dieselgate, et contre l'inaction des autorités européennes. La première grande victoire, ça a été d'être reconnu comme légitime en tant que collectivité locale à engager cette démarche. La première réponse avait été mais vous n'avez même pas le droit d'être là. Nous pensons que les villes peuvent et doivent porter cette démarche, et depuis, d'une part, on a obtenu une première victoire suivie de revers, parce que ces sujets-là sont évidemment longs et complexes. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais aussi au niveau français, évidemment, la décision du Conseil d'État dans l'affaire Grande Sainte, qui reconnaît encore une fois cette capacité des collectivités locales à agir sur le terrain du climat au nom de l'intérêt collectif, de la nécessité de respecter tout simplement l'accord de Paris, puisque c'est de là que découlent les engagements qui ont été pris. C'est dans ce cadre-là, et je reviens à cette question de travail en partenariat avec notamment les communes de banlieue, que nous nous sommes associés à plusieurs communes, petites et grandes, dans le cadre de notre affaire à tous, donc un contentieux engagé contre Total, pour non-respect par Total de ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, sur la base de la loi française de 2017. Contentieux en cours, on aura un premier jugement le 5 mars prochain, donc la semaine prochaine, au tribunal de Paris. Et on est déjà encore sur des questions de recevabilité. Évidemment, les juristes de Total sont experts pour faire durer le plaisir, mais pour nous, il n'est pas question de ne pas porter ce combat jusqu'au bout. Et encore une fois, on le fait avec
en l'occurrence des petites villes qui sont très impactées par le changement climatique, notamment une commune des Landes, une commune du Massif central, Saint-Denis, notre voisine, Mayotte, New York, pour montrer qu'on est tous concernés. Parce que je crois que c'est ça qui est l'essentiel. Et simplement pour terminer, parce que ça nous y mène, dire qu'on s'est aussi engagé dans une réflexion sur la notion d'écocide qui sous-tend une partie de ces démarches. Ce qui suppose que, par exemple, à Paris, on s'interroge sur un sujet comme la personnalité juridique de la Seine, pour savoir en cas de pollution, et ça arrive que Lafarge déverse des saletés dans la Seine, jusqu'ici en toute impunité. Comment est-ce qu'on peut trouver les ressorts juridiques pour qu'il y ait d'abord une plainte, une condamnation et une compensation qui puisse être envisagée. Je termine simplement en citant, parce que les interventions que j'ai entendues et qui étaient passionnantes m'y ont fait penser, et notamment, je crois que c'est Brandon qui en parlait tout à l'heure, sur les mobilisations citoyennes, dont on a eu quelques exemples à propos des Jeux Olympiques. Alors, je n'y reviendrai pas, on pourrait en parler longtemps. Je vous dirai toute la sympathie que j'ai pour ces mouvements, avec un dialogue qui là aussi est complexe. Mais ce que je voudrais dire, juste pour terminer, et ça me semble important, c'est qu'il y a un rapport qui vient d'être publié par Michel Forst, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies au titre de la Convention d'Aarhus, donc qui est chargé par les Nations Unies de veiller au respect des droits des défenseurs de l'environnement. Et il a enquêté sur la situation des défenseurs de l'environnement ici, en Europe. Et son rapport est alarmiste, dénonçant la criminalisation des actions engagées par la société civile. C'est quelque chose aussi avec quoi nous sommes très en phase, et à propos de quoi nous sommes très inquiets. Quand j'ai vu Michel ce matin, il me raconte que lorsqu'il est allé sur le site de travaux de l'A69, rencontrer les militants qui étaient, pour certains, cherchés dans les arbres pour essayer de tenter d'empêcher qu'ils soient arrachés, et qu'il est monté les voir, et que le préfet lui a interdit de leur apporter de la nourriture. On est dans un cas flagrant de violation des droits humains. Mon précédent poste était l'ambassadeur pour les droits de l'homme. Je crois vraiment que les deux enjeux environnementaux et de droits humains sont liés, et là on en a la preuve, et on a la preuve, hélas aussi, que en France ces droits sont violés. Donc c'est pour toutes ces raisons que ces questions de justice sociale et environnementale, pour nous, et même si ça peut paraître parfois éloigné, sont au contraire au cœur de ce qu'on essaie de faire. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.